Bonjour, alors voici donc la correction du test d'évaluation, la troisième partie. Les thèmes abordés sont les nombres complexes, le calcul intégral ainsi que les fonctions paires, impaires, périodiques et toujours équation de droite. Normalement, si vous avez bien suivi la vidéo 6 sur les fonctions paires, impaires et périodiques et la vidéo 7 sur les nombres complexes, cette correction d'exercice ne devrait pas vous poser de problème. C'est parti. Alors, les nombres complexes, donc, on vous demande, alors ici, de calculer les expressions suivantes. I carré, c'est égal à moins 1. Donc, en notation GE2I, vous savez que I est réservé à l'intensité du courant, donc le nombre imaginaire, ce sera moins 1. Mais c'est vrai que dans le test d'évaluation, comme vous veniez de terminale, donc vous ne connaissiez pas encore la notation du GE2I. Alors, R plus 3I, R moins I, donc on multiplie les deux, donc je vais réutiliser la notation de GE2I. Donc on va distribuer, ça va donner R carré moins J grand R plus 3JR moins 3J carré. On regroupe ensemble les nombres qui font partie de la partie réelle et les nombres qui font partie de la partie imaginaire. Donc, dans la partie réelle, nous allons avoir R carré. Ici, J au carré est égal à moins 1, donc ça fait R carré plus 3. Il nous reste donc, dans la partie imaginaire, moins JR plus 3JR, ce qui fait 2JR. Donc, la partie réelle de ce nombre complexe, c'est R carré plus 3. Et la partie imaginaire, c'est 2R. Attention, dans la partie imaginaire, il n'y a pas le J. Alors, placez sur le même schéma les images A1 et A2 des nombres complexes respectifs suivants. Z1 qui est égal à 1 plus I. Alors, vous savez qu'en notation GE2I, on écrit ici une barre sous les nombres complexes. Donc, en abscisse, on a la partie réelle, donc 1, et en ordonnée, la partie imaginaire qui est 1. Donc, voici A1, l'image du nombre complexe 1 plus I. Ensuite, Z2 égale à 2, donc si vous voulez, on va mettre J pour avoir la notation du GE2I. Donc Z2 est égal à 2E moins JP sur 4. Donc ça veut dire que le module de ce nombre complexe, c'est 2. Donc son image se trouve sur le cercle de rayon 2. Et son argument, c'est moins pi sur 4. Donc l'angle moins pi sur 4, pour le tracer précisément, ici, voilà. Il suffit de prolonger ce rayon et voilà donc l'image A2, l'image du point de E moins JP sur 4. Alors ensuite, on vous demande dans la vidéo suivante, enfin dans la diapositive suivante, le module et un argument de Z1. Donc je vous rappelle que Z1, c'est égal à 1 plus J. Donc le module, on applique la formule, on enlève la barre pour la notation, sous le nombre complexe. Donc ça donne partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc on obtient racine carrée de 2. Un argument de Z, 1, on va l'appeler θ1. Il va vérifier les deux égalités suivantes. Le cosinus de θ1 est égal au module, à la partie réelle sur le module. Donc ça donne racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus de θ1, c'est égal à la partie imaginaire sur le module, ce qui donne également racine carrée de 2 sur 2. Donc finalement, pour θ1, on va avoir une infinité de solutions, donc l'angle pi sur 4, d'accord, à 2 cas pi près. Donc ici, on va évidemment choisir pi sur 4 comme argument pour faire les calculs. Ensuite, le module est un argument de Z2. Donc Z2, je vous rappelle qu'il est écrit sous forme exponentielle, donc 2 fois E moins JP sur 4. Donc le module, ça va être très simple, ça ne va pas être compliqué justement. C'est le nombre positif qui est devant l'exponentielle ici, donc c'est 2. Et un argument de Z2, c'est ici l'angle qui est coefficient de J, donc moins pi sur 4. En déduire le module et un argument de Z1, Z2. Donc dans la prochaine vidéo sur les nombres complexes, on verra justement les opérations. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le module d'un produit de nombres complexes? En avant-première, comme ça vous avez de l'avance sur la vidéo, c'est le produit des modules. D'accord? Donc si vous voulez avec la notation du GE2I, c'est Z1 sans la barre en dessous fois Z2 sans la barre en dessous. Donc ça donne,
de racine carrée de 2. Et un argument, eh bien, vous verrez qu'un argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc, c'est l'argument de Z1 plus argument de Z2, ce qui donne pi sur 4 moins pi sur 4, 0 à 2 cas pi près. Donc, en fait, si on veut, alors ce n'est pas demandé dans la question, mais si on le souhaite, on peut écrire que Z1 fois Z2, c'est donc égal à module fois exponentielle J fois l'argument qui est 0. Donc en fait, vous savez que EJ0, ça fait 1. Donc Z1, Z2, c'est un nombre réel. C'est un nombre complexe avec une partie imaginaire nulle, donc 2 racines carrées de 2. Déterminer le module et un argument de Z1 sur Z2. Donc ici, pareil, hein, on va appliquer la formule que vous allez rencontrer dans l'amphi numéro 2, dans la vidéo sur l'amphi numéro 2. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Voilà, donc le module de Z1, on a calculé, on a trouvé racine carrée de 2. Le module de Z2, on a trouvé 2. Voilà, donc racine carrée de 2 sur 2. Et maintenant, un argument de Z1 sur Z2, c'est argument de Z1 moins argument de Z2. Ce qui fait, alors, moins pi sur 4, alors attendez, non, c'est pi sur 4, un argument de Z1, donc pi sur 4, moins pi sur 4, donc plus pi sur 4, ce qui fait 2 pi sur 4, soit pi sur 2. Donc, ce n'est pas demandé dans l'exercice, mais si on souhaite écrire le quotient de Z1, Z2 sous forme exponentielle, on va obtenir racine carrée de 2 sur 2, le module, fois EJ, fois l'argument qui est pi sur 2. Et EJ pi sur 2, vous l'avez vu dans la vidéo 7 sur les nombres complexes, eh bien c'est J. En déduire le module et un argument de Z2 à la puissance 10, donc toujours pareil, dans l'amphi 2, vous allez voir que le module de Z2 à la puissance 10, c'est le module de Z2, le tout à la puissance 10, que l'on peut noter aussi de cette façon-là, sans la barre en dessous. Donc, ça va donner, le module de Z2, c'est 2, donc ça donne 2 puissance 10. Et pour finir, un argument de Z2 à la puissance 10, c'est 10 fois l'argument de Z2. C'est-à-dire 10 fois, eh bien, moins pi sur 4. Ce qui fait moins 5, alors, moins 5 pi sur 2. Voilà, donc si on souhaite écrire Z2 à la puissance 10 sous forme exponentielle, on va mettre donc ici, ce n'était pas demandé, mais ça donne 2 puissance 10 fois E moins J 5 pi sur 2. Et E moins J 5 pi sur 2, 5 pi sur 2, ça va faire 4 pi sur 2, ça fait 2 pi, donc moins 2 pi. Donc moins 2 pi, moins pi sur 2, donc ça fait E moins J pi sur 2. Voilà, c'est-à-dire moins J. Ah, j'ai oublié de mettre le module devant. Voilà, donc fois 2 puissance 10. Bon, c'est mieux d'écrire moins 2 puissance 10 fois J. Je vais le mettre proprement. Voilà. Puisque en mathématiques, on écrit toujours le nombre avant la lettre. Dans les polynômes, hein, on écrit 2x carré. On n'écrit pas x carré fois 2. Donc là, on écrit 2. Voilà, puissance 10. Bon, il y a un moins fois J. Voilà. Voilà pour les nombres complexes. Donc ça vous fait un bon entraînement par rapport à la vidéo sur le deuxième amphi, les opérations sur les nombres complexes. Ensuite, primitive et intégrale. Alors, déterminer les fonctions primitives de f de x. Alors, un rappel, qu'est-ce que c'est qu'une fonction primitive? On dit que grand F est une primitive de petit f. D'accord? Sur un ensemble grand D, lorsque la dérivée de grand F est égale à f de x, pour tout x dans cet ensemble grand D. D'accord? Donc ici, on a exponentielle x plus 3x carré. Donc on cherche une fonction, alors on en cherche plusieurs. Hein. Donc on va chercher les fonctions dont la dérivée est égale à exponentielle x plus 3x carré.
Donc ici, vous savez que la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Ensuite, 3x carré, vous savez que c'est la dérivée d'x cube. Donc une primitive de 3x carré, c'est x cube. Donc grand f de x va donc être égal à exponentielle x plus x cube et plus une constante. Parce que, vérification, si on dérive cette fonction, on va obtenir dérivée d'exponentielle x plus dérivée d'x cube 3x2 plus dérivée de la constante qui fait 0. Donc, vérification faite, on a bien ici obtenu toutes les fonctions primitives de exponentielle x plus 3x carré. Alors ensuite, le petit b. Alors le petit b, un rappel avant toute chose sur les intégrales. L'intégrale de la fonction petit f de x sur l'intervalle AB, c'est donc, entre crochets, on écrit une primitive de petit f, qu'on note grand f de x, d'accord? Donc c'est la définition précédente. Grand D ici, c'est donc l'intervalle AB. Donc ici, on écrit les bornes de l'intégrale. Et ensuite, on va calculer borne du haut moins borne du bas. C'est-à-dire qu'on remplace x dans l'expression de grand f de x par b et ensuite par a. Alors ici, notre intégrale, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cosinus de 3x dx. Donc on cherche une fonction dont la dérivée est égale à cosinus de 3x. Une fonction qui, quand on la dérive, donne cosinus de 3x. Donc vous savez que la dérivée de sinus x, c'est égal à cos x. Sauf qu'ici, on a sinus de 3x. Donc on a sinus d'une fonction, on va appeler grand U une fonction. D'accord? Grand U, c'est une fonction U de x. Donc vous avez dû voir en terminale que la dérivée du sinus d'une fonction grand U, c'est égal à cosinus grand U fois U'. Alors le U', on le met devant plutôt. Hein. D'accord? On multiplie par U'. Donc si j'ai sinus de 3x, la dérivée, ça va être, votre U, c'est 3x. Donc, U', c'est 3. Et je vais obtenir 3 fois cosinus de 3x. Alors, on regarde. Ah mince, comment je vais faire pour trouver une primitive de cosinus de 3x? Eh bien, on va prendre cette formule ici et on va la multiplier par un tiers. Voilà, donc ici, ça va donc donner le 1 tiers, c'est un coefficient multiplicateur, on peut le rentrer dans la dérivée. Donc ça donne 1 tiers fois sinus 3x, on dérive. 1 tiers fois sinus 3x. 1 tiers, on peut le sortir de la dérivée. Si vous n'êtes pas convaincu, vous appliquez la formule grand U fois V, la dérivée de grand U fois V, c'est U'V plus UV'. U', comme U c'est 1 tiers, U', ça fait 0. Donc, il ne reste plus que UV', c'est-à-dire 1 tiers fois la dérivée de sinus de 3x. D'accord? Donc ça, c'était pour vous en convaincre si jamais vous aviez oublié. Donc ça, on passe évidemment pas par cette formule, c'est beaucoup trop long. On peut le faire directement. Donc ici, on voit que primitive de cos de 3x, c'est donc égal à 1 tiers de sinus de 3x entre 0 et pi sur 3. Hop, youpi, on va délimiter un peu tout ça. Donc grand I égale, il ne reste plus qu'à calculer grand f de x ici, ça c'est grand f de x, en pi sur 3 moins grand f de x en 0. Donc ça fait 1 tiers de sinus de 3 fois pi sur 3, donc ça fait sinus pi, moins 1 tiers de sinus 0. Eh bien, 1 tiers de sinus pi, ça fait 0. 1 tiers de sinus 0, ça fait 0. Donc, cette intégrale est égale à 0. Voilà. Donc, de temps en temps, avant le chapitre sur les intégrales du semestre 2, je vous ferai calculer des intégrales, ne serait-ce que pour revoir ou voir la valeur moyenne d'un signal ou la valeur efficace, qui seront réutilisées après par Monsieur Le Raid.
Nous passons à la question 9, qui devrait normalement être assez simple maintenant que vous avez étudié les fonctions paires, impaires et périodiques dans la vidéo 6. Alors, première question, soit le signal représenté ci-dessus, complété, f est périodique, quelle est sa période? Donc effectivement, vous voyez que vous avez un signal, un motif qui se répète. Le motif, vous l'isolez, il est là, d'accord? C'est ce bout de droite ici. Donc la longueur en abscisse, c'est la période. Donc la période est égale à 5. Quelle est la parité de f? Pair, impair ou ni l'un ni l'autre? Donc là, vous n'avez pas l'expression de la fonction. Donc je vous rappelle que f est pair sur son ensemble de définitions centré en 0 lorsque f de moins x est égal à f de x. Et f est impair lorsque f de moins x est égal à moins f de x. Donc ici, nous n'avons pas l'expression de f, mais nous avons sa représentation graphique. Or, lorsqu'une fonction est paire, vous savez que alors sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pensez à la fonction paire x carré. Sa représentation graphique, c'est une parabole qui est symétrique par rapport à OY. Et la représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc pensez à x3, toutes les puissances impaires, leur courbe, la représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine. Donc ici, est-ce que cette courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées? Si elle avait été symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on aurait eu ce schéma-là. D'accord? Donc, elle n'est pas paire. Ensuite, est-ce qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère? Eh bien, si tel avait été le cas, nous aurions obtenu ici, voilà, d'accord? Donc, elle n'est pas, elle n'est ni paire ni impaire. Donc, la réponse ici, parce qu'on vous demande de justifier. Réponse, f est ni paire ni impaire, car sa représentation graphique, sa courbe, grand C indice f, est ni symétrique respectivement par rapport à OY et ni symétrique. Il n'y a pas beaucoup de place, dites donc, par rapport à O. Voilà. Alors ensuite, déterminer l'expression de f sur l'intervalle 0,5. Donc sur l'intervalle 0,5, eh bien, la représentation graphique de f, c'est un bout de courbe, un bout de droite, d'accord? L'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc déjà, on sait qu'on va avoir b égale à 0. Vous savez que l'expression, ça va être y égale à at plus b, ou mt plus b, peu importe le nom de la... D'accord? Donc l'ordonnée à l'origine ici, c'est 0. Et le coefficient directeur, vous prenez 2 points ici, bien identifiés. Vous faites la différence des y sur la différence des x. D'accord? Donc différence des y, ça va faire 1 moins 0 sur différence des x, 5 moins 0. Donc c'est un cinquième. Donc f de t est égal à, alors je vais l'écrire ici, 1 cinquième de t plus 0. Voilà. Alors, sur l'intervalle 5,10, alors sur l'intervalle 5,10, attention, ça ne va plus être la même équation de droite. C'est une équation de droite retardée de 5. Donc ici, eh bien, le coefficient directeur, par contre, c'est le même, parce que ces deux droites sont parallèles. Par contre, l'ordonnée à l'origine, alors soit on prolonge ici, et on visualise que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1, donc 1 cinquième de t moins 1, ou alors, on calcule, en prenant, par exemple, en prenant ce point-là, de coordonnées 5
en abscisse et 0 en ordonnée, et on remplace, hein, comme on a fait ici, hein, dans les exercices en TD et dans les QCM. Alors, juste une remarque, si on factorise par 1/5, on va avoir t-5 ici. D'accord? Et donc, vous avez votre signal précédent qui est retardé de 5. On remplace t par t-5. Donc, on aurait pu aussi retrouver l'équation de la droite sur l'intervalle 5-10 en faisant ce travail-là de retard. Alors, calculer la valeur de l'intégrale de f de t sur l'intervalle 0,5. Alors, vous savez, ou peut-être plus, que l'intégrale d'une fonction sur un intervalle ici 0,5, c'est l'air compris entre l'axe des abscisses, la courbe, et les droites x égale 0, x égale 5. Donc on parle d'air quand la fonction est positive, et si elle est négative, c'est l'air algébrique, hein, puisque à ce moment-là, la fonction étant négative, ça donne une valeur négative, hein, et une aire est toujours positive. Donc ici, il y a deux méthodes pour calculer cette intégrale. Soit on le fait graphiquement, c'est la moitié du rectangle de côté 1 sur 5, donc ça fait 1 fois 5 sur 2, donc 5 demi. Voilà, première méthode, donc là c'est vrai que c'est rapide. Ou alors avec donc, eh bien, les primitives. Ah mince, avec les primitives, alors attendez, je vais l'écrire ici. Donc on obtient l'équation de la droite sur 0,5, on l'a vu, c'est 1/5 de t. Primitive, on peut sortir le 1/5 si on veut, ici. C'est t carré sur 2, entre 0 et 5. Et ensuite, on fait borne du haut moins borne du bas. Donc ça fait 1/5 fois 25 sur 2 moins 0. On simplifie la fraction, 25 sur 5, ça fait 5, et donc on retrouve 5 demi-unités d'air. Voilà, donc on a fait d'une pierre deux coups, on a revu les fonctions paires, impaires, périodiques et les intégrales ici. Allez, dernière question. Donc cette fois-ci, on a le signal G ici. Quelle est la période? La période, donc vous repérez... le signal, le motif qui se répète, donc soit ici, soit là. Allez hop, je vais mettre ici. Donc là, voilà, vous avez ce signal, d'accord, qui se répète sur tous les intervalles de longueur, 2. Donc la période, c'est 2. Ensuite, est-elle paire, impaire? Là, on voit très nettement que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc G est paire, car la courbe représentant G est symétrique par rapport à OY. Voilà. Donc, grâce à ce test d'évaluation, on a couvert quand même, mine de rien, pas mal de notions en mathématiques qui vous seront utiles pour le GE2I. Et on va pouvoir continuer avec les nombres complexes et la trigonométrie en TD pour arriver aux équations différentielles. Nouvelle notion normalement, hein, pour tout le monde. Bien, écoutez, je vous dis de bien retravailler tout ça et je vous souhaite bon courage pour la suite. Au revoir.